La survie d'une espèce dépend de la diversité qu'il y a à l'intérieur des individus qui la peuplent. Ici, on a l'exemple d'escargot des haies, c'est une espèce, tous les individus font partie de la même espèce, mais certains, comme les jaunes, sont plus adaptés aux variations du milieu, comme les variations de température, de luminosité, mais par contre, ceux qui ont des bandes sont moins adaptés à ces variations de conditions du milieu, mais plus adaptés à se masquer des prédateurs et donc résistent mieux à la prédation. Et selon les conditions du milieu, ce ne sont pas les mêmes qui vont résister aux variations du milieu ou à la survenue de certains prédateurs par exemple. Et donc la survie globale de l'espèce provient de la diversité des individus qui sont à l'intérieur de cette espèce. C'est donc essentiel pour une espèce, pour que l'espèce elle-même survive, qu'elle entretienne une diversité en son sein. Et un des processus qui permet la diversification génétique des individus d'une espèce, c'est la méiose, car elle permet de faire deux brassages. Dans un premier temps, on va observer le brassage interchromosomique. On fera quelques rappels sur la méiose, puis après on verra comment on peut créer des statistiques grâce à ce brassage interchromosomique. Et enfin, dans une deuxième partie, on parlera du brassage intrachromosomique avec les crossing over. Mais commençons par les rappels de méiose. D'abord, on constate une prophase de méiose parce qu'elle a, contrairement à la mitose, directement dès la prophase un appariement des chromosomes homologues qui est très important puisque à partir de ce moment-là, toutes les paires de chromosomes homologues vont se déplacer en même temps. Elles vont se répartir sur le plan équatorial de la cellule, ce qu'on appelle la métaphase, et ensuite, à l'anaphase, ces paires vont se séparer. Ce qui est très important, c'est que cette séparation est complètement aléatoire. On peut avoir cette solution avec un bleu, un rouge de chaque côté, mais on peut très bien aussi avoir ce passage des petits qui permet d'avoir deux rouges d'un côté ou deux bleus de l'autre. À chaque fois qu'on ajoute une paire de chromosomes, on double chacune de ces quatre possibilités. Donc là, je pourrais rajouter un autre chromosome bleu ou rouge. Pareil pour cette solution-là, pareil pour celle-ci et celle-ci. Donc à chaque fois que j'ajoute une paire de chromosomes, je multiplie par 2 le nombre de possibilités de gamètes différents créés lors de cette méiose 1. Donc, cette première division de méiose, elle est partie d'une cellule diploïde qui avait deux paires de chromosomes, ce qui faisait 2n égale 4. On aboutit ici, à deux cellules, soit cette répartition-là, soit celle-ci, mais pas les deux. Donc on a deux cellules avec n égale 2. On a un seul chromosome de chaque paire. On est arrivé à des cellules haploïdes. Ensuite, si on prend uniquement cet exemple-là, on a une deuxième division qui va séparer les chromatides de chaque chromosome, mais comme chaque chromatide est la copie l'une de l'autre, eh bien on a à peu près la même chose. Ce qui se passe en métaphase 2, c'est ce qui se passe en métaphase 1, sauf que ce ne sont pas les paires de chromosomes homologues qui s'alignent sur le plan équatorial, mais bien les chromosomes directement qui s'alignent. Et puis ce qui se sépare lors de l'anaphase, ce ne sont plus les paires de chromosomes qui se séparent, mais bien les chromatides qui se séparent de façon aléatoire, une d'un côté, une de l'autre. On obtient donc à la fin de cette méiose, à la fin de la télophase 2, une diversité de cellules qui sont haploïdes. La première division de méiose, c'est ce qui est en jaune, a donc permis de réduire le nombre de chromosomes, et la deuxième division a permis de doubler, mais on n'a pas créé de diversité. Entre cette cellule-ci et celle-ci, il y a la même diversité, simplement l'information est simple ici, est en double ici, mais il n'y a pas de diversité en plus. La première division est donc dite réductionnelle puisqu'on réduit le nombre de chromosomes, alors que l'autre est équationnelle puisque l'équation ne change pas, on est parti de cellules haploïdes, on obtient des cellules haploïdes n égale 2 chromosomes. Que se passe-t-il maintenant si je place des allèles sur ces différents chromosomes? Prenons la première paire de chromosomes et étudions deux gènes différents, le rhésus du groupe sanguin et le groupe sanguin en lui-même. Si je place ici un allèle plus sur une chromatide rouge, de l'autre côté, j'ai forcément un plus aussi, puisque les deux chromatides sont les copies l'une de l'autre par le phénomène de réplication semi-conservative. Un brin d'ADN s'est ouvert en deux et s'est complété de chaque côté pour former les deux chromatides exactement semblables. Donc, on n'écrit pas deux fois la même chose sur un même chromosome, mais simplement une fois. Donc sur l'autre chromosome, je vais mettre un moins, et sur les deux autres, je vais mettre les deux groupes A et O. J'ai donc une cellule qui est
qui possède deux allèles différents pour le gène rhésus, on va donc dire qu'elle est hétérozygote pour le gène rhésus, et hétérozygote aussi pour le gène groupe sanguin, puisqu'elle a A et O. Si on veut écrire ce phénotype et ce génotype, on va l'écrire d'abord entre parenthèses pour tous les génotypes, en mettant autant de barres qu'il y a de chromosomes. Donc là, j'ai deux paires de chromosomes, j'ai donc deux paires de slash, et de chaque côté, j'indique les différents allèles portés par ces chromosomes. La première paire porte l'allèle plus et l'allèle moins, la deuxième paire porte l'allèle A et l'allèle O. On peut donc écrire ensuite en phénotype, entre crochets, ici, le plus et le A, qui sont les deux allèles dominants. D'ailleurs, on écrit le A en majuscule et le O en minuscule. Voilà. Maintenant, si on complète, l'équation ne change pas jusqu'à l'anaphase, mais ensuite, on va avoir deux possibilités, soit le grand rouge va avec le petit bleu, et dans ce cas-là, je vais pouvoir indiquer l'équation avec O+, et donc O+, comme phénotype aussi, et le grand A qui est parti avec le moins pour faire A-. Mais l'autre possibilité est équiprobable en termes de brassage, et donc je pourrais très bien avoir d'autres phénotypes et d'autres génotypes avec A+, ou O-. Si je prends le premier cas, alors je vais avoir ici une conservation ensuite de l'équation, et donc pas de diversité supplémentaire. Le brassage a bien lieu ici, lors de l'anaphase 1, on parle de brassage interchromosomique. Comment est-ce qu'on peut, maintenant qu'on a compris ce principe de brassage, établir des probabilités? C'est Grégoire Mendel qui, le premier, a essayé de faire des recherches dessus. Il s'occupait de la culture de petits pois, qui est une plante qui a la propriété de s'auto-polliniser. C'est-à-dire que les grains de pollen s'ouvrent au moment où la fleur est encore fermée, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas être transportés par un insecte ou par le vent vers d'autres fleurs. Et donc rapidement, en quelques générations de pois, on a pour la plupart des gènes, des gènes qui sont homozygotes. On parle de souches pures, et c'est donc facile à étudier par la suite. Il sépare des grains des petits pois soit lisses, soit ridés, qu'il va cultiver. Ensuite, il a donc un gène sous deux formes différentes, ce qu'on appelle des allèles. Il va décider de les forcer à se croiser. Pour ça, il va arracher les pétales d'une fleur, prélever le pollen avec un pinceau et le déposer sur une autre fleur auquel il a retiré les étamines pour pas qu'elle s'auto-pollinisent. Et puis il fait pareil en croisé de l'autre côté. Il va donc obtenir une génération qui sera croisée, issue de deux souches pures différentes. Il va appeler ça la génération F1. Une souche pure, si on l'écrit en termes de génotype, comme il a l'allèle lisse dans son phénotype et que c'est une souche pure, il est homozygote pour ce gène, il est donc lisse-lisse, exactement comme celui-ci est ridé-ridé. Voilà comment on va l'écrire. Lorsqu'on les croise, on n'obtient que des petits pois de la génération suivante qui sont lisses. Donc ça veut dire que le lisse est dominant sur le ridé, c'est pour ça que le L on va l'écrire en majuscule et le R en minuscule. Il décide de faire germer ces petits pois, les laisse s'auto-féconder cette fois-ci, donc c'est F1 qui se croise avec lui-même, donc avec F1, et là, il obtient des proportions bizarres avec 3/4 de grains lisses et 1/4 de grains ridés. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Par en l'écrivant en génétique. Eh bien, on a deux parents, lisses et ridés, dont on a déterminé qu'ils avaient obtenir 100% de grains lisses dans la génération F1. Celle-ci, en s'auto-pollinisant, obtient des générations F2 avec 3/4, 1/4 de lisses et de ridés. On a déjà donné le génotype des parents, et donc, à chaque fois qu'il y a méiose pour faire les gamètes du P1, on prend un seul des deux chromosomes de chaque paire. Donc ici, il va forcément amener un grand L, et celui-ci va se croiser et va amener un petit R. On aura donc une génération F1 100% hétérozygote, et pourtant 100% avec un phénotype lisse. Comment est-ce qu'on obtient ensuite 3/4, 1/4? Pour ça, eh bien, on utilise l'outil qu'on appelle un échiquier de croisement, pour déterminer les proportions de la F2. Pour ça, on place d'un côté les gamètes possibles par le mâle et par la femelle. Et pour pouvoir faire ça, il faut absolument connaître le génotype
des parents. Si on ne connaît pas le génotype des parents, on ne peut pas déterminer les types de gamètes qu'ils peuvent faire. Alors, on sait qu'on a croisé F1 et F1, donc on connaît les génotypes. Ce qui fait que quand on a juste un gène à étudier, c'est assez simple, ils sont sur une paire de chromosomes, et donc quand les spermatozoïdes vont se former, enfin ou les grains de pollen, pardon, là je vais avoir le premier chromosome qui va partir, et dans l'autre cellule l'autre, j'aurai donc deux types de gamètes qui portent soit le R, soit le L. Pour les ovules, ce sera la même chose, le L et le R vont se séparer dans la moitié des ovules. Donc c'est équiprobable, je peux autant avoir de grand L que de petit r dans les grains de pollen, comme dans les ovules. Et du coup, je vais les croiser pour obtenir la génération F2. Ici, j'ai des gamètes, dans ces générations-là. Là, ce qui est ici, ce sera le croisement, la génération F2. Je vais donc pouvoir croiser L et L et obtenir une cellule diploïde, une cellule œuf, qui est LL et donc de phénotype grand L. Pareil, en croisant L, R, L, R encore, et RR. Et donc, comme L est dominant, ces trois-là vont avoir le phénotype L, et le dernier aura le phénotype petit r. J'aurai donc des proportions 3/4 de grains lisses pour 1/4 de grains ridés. Que se passe-t-il maintenant si on considère non pas un gène, mais deux gènes, en ajoutant le gène de la couleur des fleurs, qui peut être soit jaune, soit vert. Les fleurs jaunes et vertes sont issues de deux parents de souche pure, les parents F1 qui vont être avec des grains lisses et des fleurs jaunes, et des parents P2 qui vont avoir des grains ridés avec des fleurs vertes. Lorsque je le croise, j'obtiens 100% de fleurs jaunes avec des grains lisses. Donc lisse, on savait qu'il était dominant sur R, on sait maintenant que jaune est dominant sur vert. Lorsque je croise F1 par F1, alors quelles vont être les proportions quand j'établis avec deux types de gènes différents? Eh bien là, il faut déterminer les génotypes des parents F1, et puis ensuite on fait un échiquier de croisement. F1 ici, si je connais les génotypes des parents puisqu'ils sont des souches pures, alors en croisant, je prends un des deux et un des deux des parents, donc à chaque fois je vais obtenir un L et un R, un J et un V, 100% de la F1 est hétérozygote comme tout à l'heure. Qu'est-ce qui va être en F2? Eh bien là, j'ai mis 4 lignes et 4 colonnes parce que à chaque fois, cette première répartition aléatoire des chromosomes va pouvoir mettre un L et un R d'un côté, mais on va pouvoir l'associer aussi bien avec un J qu'avec un V. Donc je vais avoir soit L qui va avec J d'un côté, soit L qui va avec V de l'autre. Et pareil avec R qui va pouvoir se mettre avec J ou avec V. J'ai donc un brassage interchromosomique, donc équiprobable. Et puis je fais pareil pour l'autre F1, c'est la même chose, c'est pas trop dur, et ensuite je croise. Je descends toute mon premier gamète, puis je vais croiser avec le gamète femelle, donc là, ça y est, j'ai fait une fécondation avec LL, JJ. Je continue, ici donc les gamètes, là les possibilités de cellules diploïdes. Je continue, et voilà. J'ai terminé, j'ai tout brassé. Maintenant, reste à déterminer à chaque fois le phénotype. Par exemple, ici, j'ai quelque chose qui est assez hétérogène, en tout cas hétérozygote. Le L étant dominant sur le R, je vais avoir L dans mon phénotype. Le J étant dominant sur le V, je vais avoir J dans mon phénotype. Et voici tous les phénotypes possibles. En comptant les phénotypes différents, je vais pouvoir repérer 9 phénotypes LJ, 3 phénotypes LV, 3 phénotypes RJ et un seul phénotype petit r petit v. Des proportions voilà, qui sont standards d'une génération F2. On va faire un petit exercice d'application. On va essayer de comprendre comment une personne de groupe B et de rhésus positif peut avoir avec un conjoint de groupe A et de rhésus positif un enfant du groupe O et de rhésus négatif. Vous faites une pause sur la vidéo et ensuite vous pourrez regarder la correction. Bon courage, la correction est à suivre dans la prochaine vidéo.